Cette image a été prise en octobre 2015 à Lesbos et je pense qu'elle parle d'elle-même. J'appelle maintenant, j'invite à venir Oussam et Valérie Ozouf, qui sont tous les deux membres du collectif de la Chapelle Debout, qui est un de ces collectifs, en fait pas si nombreux, qui ont agi très rapidement quand les réfugiés ont commencé à arriver en France au printemps dernier. Et leur vie en a été transformée, je crois. Ils n'ont cessé d'être là aux côtés des migrants, de suivre les évacuations, les expulsions plutôt, les unes après les autres, une trentaine au total quand même dans Paris depuis un an. Ils ont été là, ils les ont aidés, ils les ont soutenus, ils les ont fait rencontrer d'autres réfugiés. Ils ont fait en sorte que des choses arrivent et qu'un accueil un peu digne de ce nom soit donné aux personnes qui arrivaient à Paris. Chronique de la violence institutionnelle. Dans la rue. Moi, vous savez, j'ai honte quand je vois ce qui se passe aujourd'hui sur les frontières de l'Europe. J'ai vraiment honte. Anne Hidalgo, maire de Paris. 2 juin 2015, métro La Chapelle. La brigade anticriminalité, les CRS, évacuent violemment le campement de migrants sous le métro aérien. Au bout des files d'attente, des fonctionnaires d'associations missionnées pour un diagnostic social individualisé trient qui des 382 exilés est éligible à l'asile. Examen au faciès. Les Érythréens sont suspectés d'être éthiopiens, les Tunisiens soupçonnés de se faire passer pour des Libyens, les Soudanais accusés d'être tchadiens. BFM, France Info, iTélé ne relèvent pas l'important dispositif de police et répètent les éléments de langage gouvernementaux. Opération humanitaire, ampleur, situation sanitaire horrible, accès aux droits. 80 personnes sont ainsi empêchées de monter dans les bus Savac. À partir de ce jour, dormir à la rue est illégal. Tout regroupement de migrants est attaqué par la police. Il ne faut pas qu'il soit visible. 4 juin, violence au métro La Chapelle. Les forces de l'ordre poussent les exilés dans la rame de métro. Ils les gazent, le métro est enfumé, quitte la station. 8 juin, Alpajol, rafle, 80 arrestations, 87 migrants évacués par les CRS, dispersion violente sans hébergement. Erreur policière, dans leur élan, les CRS frappent aussi sur des blancs et des élus. Émotion médiatique dans les réseaux sociaux. Vendredi 19 juin, évacuation du Jardin des Halles. Un élu municipal vert précède le directeur de l'OFPRA. Des agents de la préfecture et de la mairie suivent. CRS et camions poubelles en queue de cortège. Ce mode opératoire se répète sur la plupart des 32 évacuations des campements de rue parisiens. Aucun exilé ne sera jamais informé de la date des évacuations, ni des destinations de bus, ni encore de la durée ou des conditions d'hébergement. Pour s'infiltrer à bord des bus, une personne solidaire doit se faire passer pour un migrant. 29 juillet, évacuation de la Alpajol. Des toilettes sont installées la veille, pas pour les migrants, pour la presse. Dans les campements, des hommes, des femmes, des enfants se brossent les dents et font leur vaisselle dans le caniveau. Les pouvoirs publics considèrent que maintenir des accès à l'eau favorise des points de fixation. Depuis, pour beaucoup, l'installation de toilettes est signe d'évacuation proche. Gale, tuberculose. Mairie du 18e, 5 septembre. Installation du campement sur le parvis de la mairie. La police empêche la livraison de sacs de couchage qui sont lancés par-dessus les cordons de CRS. 2 femmes solidaires sont violentées. 17 septembre, évacuation du campement de mairie du 18e. En parallèle, et suite à une décision de justice condamnant l'État, le campement d'Austerlitz est évacué après 18 mois d'attente. Le balai médiatique est impressionnant, il opère. Place de la République, 29 octobre. Opération de police, destruction des tentes et des duvets, le camp se réinstalle. Le lendemain, l'évacuation a lieu. 84 personnes sont emmenées dans des centres, 70 autres restent sur le carreau. 13 novembre, attentat de Paris, état d'urgence. Établir un campement devient presque impossible. Un grand nombre d'exilés à la rue trouvent refuge dans un squat aux abords de Paris. Pour les autres, divers campements mouvements s'organisent. Sous les arcades de Gare de l'Est, dans un terrain de basket à Jaurès, sous un tunnel à Bobigny. Il fait froid. Manuel Valls. Ah. J'ai du mal, Manuel Valls, toujours. Manuel Valls à Berlin, 13 février. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui de majorité en Europe pour imposer un mécanisme permanent de relocalisation. Les solutions sont au Levant, en Turquie, en Jordanie, en Méditerranée. Il faut un message très clair qui dise maintenant « nous n'accueillons plus de réfugiés ».
Le même jour, des exilés tentent d'occuper le parvis de Beaubourg et repartent 5 heures plus tard sous la menace policière, avec la promesse d'un rendez-vous à la préfecture de région. En préfecture, on parle français, dit le directeur de cabinet, qui refuse de parler à des migrants ne maîtrisant pas la langue de Molière. Des personnes solidaires demandent l'ouverture en urgence d'un gymnase. Pas de réponse. 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Lors de la tentative de réinstallation du campement de Stalingrad, 6 femmes migrantes de 3 nationalités différentes font face à la police avec leurs poussettes. Le chien en France a des droits et dort sous un toit, nous non. Nous sommes épuisés. Nous réclamons un droit et le respect de nos droits, écrivent-elles ensemble. Les CRS rangent leurs gazeuses. 16 avril, évacuation de Stalingrad 3. 29 mars, 350 sans-papiers occupent le 13e étage de la Direction générale du travail. 31 mars, parce qu'ils étaient à Stalingrad, à côté de l'ancien campement maintenant entièrement grillagé, un groupe de migrants, une trentaine, est embarqué au commissariat. Parmi eux, un mineur reconnu par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, est conduit en centre de rétention. 9 avril, cas tunisien, exilé en France depuis 6 ans, quitte le centre de rétention après avoir existé à 2 expulsions forcées. Son corps est scotché, endormi par une piqûre, sa tête est enfermée dans un casque en mousse, il se réveillera à Tunis. 14 avril, Bernard Cazeneuve a nettoyé la jungle de Calais, dit François Hollande. Aujourd'hui, lors des évacuations de campement, les élus ne se déplacent que rarement, les caméras aussi. M s'interroge. Sommes-nous des terroristes ? Des habitants se demandent. Combien ça coûte tout ce déploiement policier ? À l'abri. Y, libyen, a été hébergé 5 fois une nuit en 3 mois par les pouvoirs publics. Il fait partie des 9000 propositions d'hébergement de la préfecture de région. En gestion bureaucratique et en communication institutionnelle, il compte donc comme 5 personnes. 4 août, occupation par des personnes solidaires de l'ancien centre de rétention de l'avenue de Joinville, devenu un centre Emmaüs. Après 13 heures de négociations, l'association accepte de donner 10 tickets de métro par semaine à chaque habitant et installe des machines à laver dans le centre. 12 août, action non violente dans un centre d'hébergement Emmaüs de la rue Raymond-Losserand. 3 personnes solidaires et un demandeur d'asile sont arrêtés. Des employés portent plainte. Ils seront condamnés à une peine de prison avec sursis. Ils font appel. 15 décembre, sans réquisition du procureur, sur simple lettre de dénonciation d'Adoma, la police bloque la rue et le foyer Marc Seguin. Elle pénètre à l'intérieur avec des chiens jusque dans les chambres. 20 sans-papiers sont placés en rétention. Il y a 3 jours, des dizaines de policiers bottés, ganqués, casqués, armés de matraques et de lacrymogènes, ont investi le foyer Coalia d'Hydro dans le 12e arrondissement et raflé une quarantaine de sans-papiers. Il y avait une manif aujourd'hui à ce sujet. L'OFPRA. L'OFPRA travaille dans la bienveillance et la rigueur. Pascal Brice, France Inter, 30 décembre 2015. B. Tchadien, 21 ans, est rejeté par l'OFPRA. Motif ? Homosexualité non crédible. B avait fait son coming out sur Mediapart sous le nom de Salim dès son arrivée à Paris. A. Soudanais, 28 ans, ex-travailleur pour une ONG à Khartoum, désormais interdite et refusée. Motif ? Vous avez été persécuté, comme l'attestent vos cicatrices, mais rien ne prouve que vous le serez à nouveau si vous retournez dans votre pays. Erreur à la traduction pour F, nigérian. Ils ont brûlé mon village, a-t-il raconté. Sur leur OFPRA, il est écrit « Rien ne prouve que F ait brûlé son village. » F, érythréen, 28 ans, a fui l'armée. Refusé. Motif ? Votre village n'apparaît pas sur Google Maps. Les exilés sont unanimes. Nous ne savons pas pourquoi on obtient un refus ou des papiers. Pourquoi j'ai eu 1 an ou 10 ? Pourquoi certains attendent 8 mois la décision, d'autres 1 ? S. Ce qu'on a vécu ici, c'est pire que le bateau, pire que la Libye. A. 13 ans, afghan, refusé au demi et jeté à la rue il y a 3 jours. Occupation. 11 juin, occupation de la caserne désaffectée Château-Landon. Après négociation avec le directeur de cabinet d'Anne Hidalgo, accord sur 110 places d'hébergement, 60 personnes sur le carreau. 5 soutiens sont victimes de violences policières. L'un d'entre eux est blessé à l'œil, l'autre passera 20 jours à l'hôpital. La caserne vidée deviendra une pépinière d'entreprises de mode après un vote au conseil municipal. 31 juillet, occupation du lycée Jean Carré. De 130, il passera à 1300 habitants en 3 mois, faute d'hébergement à Paris. Le 23 octobre, l'évacuation se fera avec le GIPN, 2 jours avant la date indiquée par le tribunal administratif. Dans la nuit du 21 avril, des exilés excédés par les conditions innovables du campement de Stalingrad occupent le lycée Jean Jaurès, propriété de la région, resté vide depuis 6 ans. Talal. Là-bas, on était libre. Farid. On recommence quand ?
suite à l'expulsion, 39 migrants se voient attribuer une obligation de quitter le territoire français. Ce matin, on apprend que la mairie de Paris va investir 8 millions d'euros pour aménager une promenade urbaine sur le boulevard de la Chapelle. Les fragments que vous venez d'entendre constituent un échantillon non exhaustif des actes du gouvernement, un bout de l'histoire de Paris. Un aperçu des politiques racistes de l'Union européenne et de leur déclinaison nationale. Issu du large mouvement de solidarité aux exilés à la rue, qui s'est progressivement constitué en diverses associations et collectifs dont nous ne sommes qu'une infime partie, nous nous sommes structurés suite à l'évacuation du lycée Jean Carré le 23 octobre dernier. Nous avons commencé à être actifs, à notre place, à notre échelle, pour traduire, accompagner dans leur démarche, aider ou pallier aux différentes urgences des migrants à la rue, hébergés, nouvellement arrivés en France. Toutes et tous, nous sommes conscients de la nécessité de porter dans l'espace public les revendications des premiers concernés. Afin de forcer les pouvoirs publics à respecter leurs droits et les nôtres, afin de dénoncer une situation chaque jour un peu plus inhumaine. C'est pour cela que nous avons multiplié les plaidoyers, les tribunes, les pétitions et appuyé les manifestations et les actions organisées par les exilés. Le temps a fait son effet et nous avons évolué. Nous avons touché les limites de beaucoup d'actions. Nous avons également entrevu nos propres limites. La fatigue, les dissensions internes, les difficultés matérielles, pratiques à suivre les anciens ou accueillir les nouveaux arrivants, pour toutes et tous les informer, leur traduire, les prévenir des pièges d'une demande d'asile, du fonctionnement de l'OFII, pour éviter le CRA. C'est que très souvent informés, nous ne sommes pourtant pas des professionnels. Nous n'aspirons pas à le devenir, même si le soutien des exilés nous a saisis dans nos vies. Les camps de rue ont été un temps des lieux de lutte. Nous y avons vécu des moments d'acculturation politique très beaux. Les camps de rue ont été des tentatives de se réapproprier un espace public toujours plus privatisé, grillagé au fil de nos déplacements. Un moyen de s'organiser, de se battre, de se protéger de la pression policière insupportable sur les étrangers. Mais au bout d'un an, l'exceptionnel est devenu banal pour les pouvoirs publics comme pour l'opinion. Force est de constater que les campements ne suffisent plus à transformer la politique répressive en politique d'accueil. Trop de médias reprennent machinalement les chiffres de la préfecture à chaque évacuation. Les directeurs de l'OFII ou de l'OFPRA ne se déplacent même plus pour communiquer, même insidieusement avec les exilés. Les élus sont absents ou à la marge du terrain. La criminalisation de la solidarité boit son plein. On va sauter. On va sauter un petit bout, mais on le postera. Rien ne changera tant que les exilés ne pourront être reconnus comme des acteurs de leur combat, de leur vie, de leurs rêves, tant qu'ils ne seront pas perçus comme des sujets pensants, comme nos égaux, et non comme une masse misérable indistincte. Les campements de rue, la réquisition et l'occupation de bâtiments publics vides sont des moyens de lutter. Ce ne sont pas les seuls. Tout doit être fait pour générer l'auto-organisation, la mobilisation collective, la fédération des énergies et des solidarités. À Jean Jaurès, des migrants et des sans-papiers ont servi à manger au soutien qui venait les soutenir. Sur tous les gouvernements successifs depuis près de 40 ans, notre pays s'est enlisé. Il a sombré dans un racisme d'État si profond qu'il parcourt l'ensemble du champ politique. Si certains ont peur de l'admettre, tous pourtant le savent. Ils n'ignorent pas que notre révolution industrielle avance en parallèle avec l'expansion de l'Empire. Ils sont conscients que le capitalisme mondialisé a grandi avec le commerce triangulaire. Certains de nos gouvernants, qu'ils s'assument de droite ou se disent de gauche, ne reculeront devant rien pour préserver le fantasme que notre continent, déclinant, serait blanc et chrétien, pour entretenir des conflits qui garantissent notre suprématie ou nos ventes d'armes. Depuis l'entreprise coloniale, nos multinationales s'installent à l'étranger, nos richesses sont en partie générées par eux. Les exilés ont en fait toujours fait partie de notre paysage social et politique. Il est grand temps de les accepter. Nous devons effacer la distinction entre demandeurs d'asile et sans-papiers. Ceux que parmi les migrants on oppose, on sépare quand malheureusement ils le font parfois eux-mêmes. Le soi-disant accueil des réfugiés en Europe se faisant sur le dos des uns. Les autres captant pour eux seuls le rare soutien et la solidarité. Les uns étant dépositaires d'une expérience et d'un savoir extraordinaire, méconnus ou oubliés. Les autres ayant une fraîcheur que certains ont peut-être perdue. Nous pensons que la rencontre des sans-papiers et des exilés est l'une des clés de cette lutte pour l'égalité des droits. Et nous fêtons les 20 ans de Saint-Bernard. Ce sont ces ponts que nous voulons construire maintenant. C'est ce nouveau chemin que nous souhaitons explorer. Certains migrants ont participé à la manifestation interdite du 22 novembre contre l'état d'urgence. Beaucoup fréquentent régulièrement la place de la République. Certains sont déjà intervenus à Nuit debout. À Belleville, à côté du lycée Jean Jaurès, Younes, demandeur d'asile afghan, participe à des assemblées de quartier.
pour continuer à apprendre le français et aussi parce que les discussions l'intéressent. À chacun sa France. Il a choisi la sienne. Et vous ?